Bonjour, alors aujourd'hui on va filmer la première leçon de la programmation Scilab sous la demande de plusieurs élèves qui n'arrivent pas à suivre leur leçon en ligne à cause de leur connexion Internet instable. On va commencer par une introduction suivie de la structure générale d'un algorithme, les éléments de base d'un algorithme et les expressions et les opérateurs. Chaque point vu en algorithmique sera traduit en langage syllabe. Nous allons enchaîner avec des exercices dans la prochaine vidéo. Commençons par une introduction. La résolution d'un problème informatique passe par plusieurs étapes, à savoir la phase analyse où le client exprime les résultats attendus par la solution informatique, exprime les contraintes et exprime aussi les données que cette solution doit manipuler. À la fin de cette analyse, le développeur informatique formule un cahier de charge qui sera accepté par le client s'il concorde avec les attentes du client. Ce n'est qu'une fois que le client a exprimé son accord que le développeur informatique va commencer à développer la solution en faisant ce qu'on appelle une spécification fonctionnelle qui consiste à rédiger les fonctions et les procédures que va manipuler la solution informatique sans pour autant développer le code qui est propre à ces fonctions ou bien aux procédures listées ou citées. La phase suivante consiste à modéliser. Ce n'est que la rédaction d'un algorithme et pas un programme. La rédaction d'un algorithme en pseudocode, d'accord, et cet algorithme n'est que la solution, d'accord, la solution informatique, mais qui n'est pas encore exécutable. Autrement dit, ce n'est qu'un algorithme, d'accord. La quatrième phase est la phase qui consiste à traduire cette solution écrite en pseudocode en un programme informatique, d'accord, qui sera finalement exécuté sur la machine. La cinquième phase est la phase des tests. On teste si les résultats obtenus par le programme concordent avec le cahier de charge. Si il y a une concordance, tant mieux, on a trouvé la solution. Sinon, il faut faire des marches arrière. On peut avoir des erreurs au niveau de la programmation. On a mal traduit notre algorithme, ou bien des erreurs au niveau de la modélisation. On a mal rédigé certaines parties de l'algorithme, sinon des erreurs au niveau de la spécification fonctionnelle, on a mal compris le problème informatique. Le schéma de résolution informatique d'un problème est le suivant. Donc vous avez ici un problème qui est analysé, puis ensuite on a spécifié les fonctions et les procédures, vient après la rédaction de l'algorithme, puis ensuite la traduction de cet algorithme en un programme, puis ensuite on exécute ce programme et on teste les résultats si ces résultats concordent avec les attentes du demandeur qui sont formulées dans le cahier de charge. D'accord ? Alors, ce qui va suivre, je sais très bien que vous n'avez jamais programmé. Je sais que j'emploie des mots un petit peu techniques, algorithme, langage de programmation, programme. Rassurez-vous, ce n'est qu'une introduction. Donc, chaque point sera développé après. D'accord ? Alors, commençons par définir qu'est-ce que c'est qu'un algorithme déjà, puis ensuite qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation, puis ensuite qu'est-ce que c'est qu'un programme. D'accord ? Alors, un algorithme et un programme. Un algorithme, c'est un texte, et un programme, c'est la traduction de ce texte avec un langage de programmation. D'accord ? Alors, lorsque je dis qu'un algorithme est un texte, donc forcément, il est écrit avec un langage. Et ce langage, c'est ce qu'on appelle le langage algorithmique. C'est un langage qui est propre au langage humain. D'accord ? Donc, un algorithme, c'est un texte déjà écrit avec un langage humain. D'accord ? Compréhensible par un humain. Mais ce texte, qu'est-ce qu'il comporte ?
hein, qu'est-ce qu'il comporte? Eh bien, il comporte une suite finie d'instructions. Une suite finie. Alors finie pour ne pas dire infinie. Donc une suite finie. Une suite finie d'instructions et qui sera, et dans l'exécution sera séquentielle. Autrement dit, instruction par instruction. D'accord? Dans l'ordre d'écriture de ces instructions. Donc c'est un texte particulier qui comprend des ordres, des instructions, d'accord, qui seront exécutés une fois traduits par la machine. Et lorsque je dis une fois traduit avec un langage de programmation. Donc qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation? C'est un langage qui permet de traduire le traitement d'un problème, autrement dit un algorithme, en un langage compréhensible par la machine. D'accord? Donc finalement, un langage de programmation, c'est un ensemble d'alphabets, un ensemble de mots, mais qui sont compréhensibles par la machine. D'accord? Il existe plusieurs langages de programmation. On distingue les langages compilés et les langages interprétés. Je sais que ça c'est entre parenthèses. D'accord? Il n'est pas nécessaire de comprendre ça pour utiliser syllabes. Mais je vous dis pour votre culture générale qu'un langage de programmation, on a plusieurs langages et on les distingue, d'accord, en deux catégories. Il y a des langages compilés, il y a des langages interprétés et il y a des langages compilés et interprétés. C'est la troisième catégorie. D'accord? Alors, les langages compilés, comme le langage C, le langage Pascal, le langage C++, ce sont des langages compilés. Les langages interprétés, comme Python, c'est un langage interprété. Scilab est un langage interprété. D'accord? Puis ensuite, on a des langages compilés et interprétés. C'est le cas de Java. D'accord? Java est un langage compilé et puis il est interprété. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte et que je ferme maintenant pour que vous ayez une idée des langages de programmation. Il n'y a pas que Scilab, il y a vraiment plusieurs langages de programmation. Puis ensuite, vous avez le résultat de la traduction d'un algorithme avec un langage de programmation donne ce qu'on appelle un programme. Donc c'est aussi un texte. C'est aussi un texte écrit avec un langage de programmation. D'accord? Et ce texte, qu'est-ce qu'il contient? Il contient aussi des instructions. Ces instructions sont l'équivalent des instructions écrites en algorithmique, mais avec leur équivalent en langage de programmation. D'accord? Donc, si on a une instruction écrite en algorithmique, son équivalent en langage de programmation est écrite dans le programme. D'accord? C'est pour cette raison que le plus important, c'est de rédiger l'algorithme. Le reste est facile. Le plus important, c'est de savoir rédiger un algorithme. La traduction est facile. Il suffit de connaître parfaitement le langage de programmation. Le reste, d'accord, est immédiat. D'accord? Donc, le plus difficile, c'est de réfléchir à une solution et de la rédiger avec un langage algorithmique. C'est pour cette raison qu'on insiste sur le côté algorithmique et que plusieurs concours comme l'ISCAE insistent sur le côté algorithmique. D'accord? Alors, un algorithme est composé de trois parties: l'entête, la partie déclarative et le corps de l'algorithme. L'entête est composée du mot-clé algorithme. Donc, lorsque je parle de mots-clés, ce sont des mots qui sont propres au langage. D'accord? Donc, pour écrire un texte, on utilise un langage. Il y a des mots qui sont propres au langage et des mots qui ne sont pas propres au langage. Les mots qui sont propres au langage servent pour déclarer quelque chose. D'accord? Déclarer quelque chose ou écrire une instruction. D'accord? Donc, il ne faut pas utiliser ce qui est propre au langage pour donner des noms. Lorsque vous avez la main de donner un nom, évitez d'utiliser pour l'instant les mots-clés propres au langage. D'accord? Alors, on commence par le langage algorithmique.
pour rédiger un algorithme, il faut mentionner d'abord l'entête, algorithme, mot-clé, et vous donner le nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme, de préférence, doit commencer par une lettre. D'accord? De préférence. Il n'y a pas une exigence particulière, mais de préférence qu'il commence par une lettre. La partie déclarative, c'est la partie où je déclare les variables et les constantes. Ça commence par le mot-clé constante, pour déclarer une constante, suivi du nom de la constante. Alors, au lieu de dire nom de la constante, il y a un mot qui est propre au jargon informatique, on dit identificateur. Donc, au lieu de dire nom de la variable ou bien nom de la constante, on dit identificateur. Mais identificateur n'est pas un mot qui est attribué au nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme, c'est le nom de l'algorithme. Mais identificateur remplace le nom d'une constante ou le nom de la variable. D'accord? Donc, dorénavant, lorsque je vais dire identificateur, automatiquement, je sous-entends le nom d'une variable ou le nom d'une constante. Jamais le nom d'un algorithme. Donc ici, constante identificateur valeur. Donc, vous donnez la valeur qui ne va pas changer au cours de l'exécution de l'algorithme. Puis ensuite, le type, si vous déclarez une variable, le type de la donnée que va enregistrer cette variable. Alors, pourquoi je dis enregistrer? On verra après qu'est-ce que c'est qu'une variable. Puis ensuite, le corps de l'algorithme qui commence par début et se termine par fin. Et là, vous écrivez toutes les instructions que votre traitement doit suivre, d'accord, pour obtenir les résultats à partir des données. Commençons maintenant par définir qu'est-ce que c'est qu'une variable. Une variable est une zone mémoire. Et lorsque ici je parle de la mémoire, je parle de la RAM. Pas d'une zone mémoire au niveau du disque dur. D'accord? Je parle ici de la RAM. C'est une case mémoire niveau RAM. Identifiée par un nom, et ce nom-là, c'est l'identificateur, justement, et qui peut contenir une donnée d'un type donné. D'accord? Alors, le nom de la variable. Le nom d'une variable doit être significatif, pas trop long, composé de lettres non accentuées, de chiffres, d'un seul symbole, c'est le underscore, et commence obligatoirement par une lettre. D'accord? Donc déjà, un nom de variable, de préférence, doit être significatif, comme le nom de l'algorithme aussi doit être significatif. Les types de données. Alors pour les données, on distingue le type entier. C'est le type des entiers naturels et des entiers signés. Le type réel, le type caractère. Alors tous les caractères sont mis entre apostrophes. Pour le cas du langage syllabe, on peut les mettre entre apostrophes ou entre guillemets. Mais en algorithmique, entre apostrophes. D'accord? Le type chaîne de caractères, les chaînes de caractères sont mises entre guillemets en syllabes et en algorithmique. D'accord? Alors ici, le type logique. Toutes les variables de type logique ont deux valeurs, soit vrai, soit faux. D'accord? Pour déclarer une variable et pour déclarer une constante, commençons par la déclaration d'une constante. Ça commence par constante, suivi de l'identificateur, suivi de la valeur qu'on va attribuer à cet identificateur. Alors un exemple, constante pi 3.14. Ici nous avons plusieurs constantes, on peut les séparer par une virgule, TVA 0.2, C27, etc. Pour déclarer une variable, on commence par le mot-clé variable, suivi de l'identificateur de cette variable, deux points, le type de la variable. Si nous avons plusieurs variables qui ont le même type, elles sont séparées par des virgules. Alors, en syllabe, on n'a pas la possibilité de définir ses propres constantes, contrairement à certains langages de programmation comme C, comme Pascal, où on peut définir ses propres constantes.
Mais là, il y a des constantes prédéfinies au niveau de syllabes. Pour accéder à ces constantes, il suffit d'écrire pourcentage, le nom de la constante. Alors pour accéder à la constante pi, pourcentage pi, à l'exponentielle, pourcentage exponentiel, pour les ECS, le pourcentage i n'est rien d'autre que le i de la partie imaginaire des nombres complexes, pourcentage t pour la valeur booléenne true et pourcentage f pour la valeur booléenne pourcentage false. Alors pour le pourcentage z, c'est une formulation d'une inconnue pour les équations mathématiques, c'est l'équivalent de x, d'accord. Alors le pourcentage z, c'est pour le calcul formel, d'accord, donc on ne va pas l'aborder ici puisqu'il ne figure pas dans votre programme, mais j'ai essayé de lister l'ensemble des constantes qui sont prédéfinies au niveau du langage de programmation Scilab. Pour déclarer une variable, il suffit de donner un nom à la variable et de lui attribuer une valeur. Alors on va voir comment attribuer une valeur à une variable, d'accord. Alors ici, Scilab a la capacité de déterminer le type de la variable sans déclarer son type. Il n'est pas nécessaire, comme les autres langages de programmation, où on est dans l'obligation de déclarer le type d'une variable avant de l'utiliser. Ici, au niveau de Scilab, il suffit d'écrire votre variable, lui affecter une valeur, et Scilab a la capacité de déterminer automatiquement le type de cette variable. Soit c'est un type numérique, soit c'est un type caractère ou chaîne de caractères ou booléen. D'accord? Alors, commençons par les instructions simples. Alors, je vais vous montrer après comment Scilab arrive à déterminer ça, mais avant tout, apprenons à affecter, à attribuer une valeur à une variable. Et après, je vais vous montrer qu'effectivement, Scilab a cette capacité de déterminer le type d'une variable sans la déclarer. Les instructions simples. Alors, on va retenir 3 instructions simples, d'accord, pour commencer. L'instruction d'affectation, de lecture et d'écriture, d'accord. Alors, l'affectation en algorithmique est symbolisée par une flèche orientée vers la gauche. Cette flèche-là permet d'attribuer une valeur à une variable. D'accord? Alors, A, on dit A reçoit 6. On ne dit pas A flèche 6, mais on dit A reçoit 6. C reçoit étoile. S reçoit ECT1. D'accord? En syllabe, la flèche est remplacée par le symbole égal. Alors, c'est pas égal mathématique. Non, c'est loin du symbole mathématique. Et l'interprétation du symbole mathématique, ici, on a affaire à un symbole qui est propre au langage algorithmique, enfin au langage syllabe. D'accord? Donc ici, égal représente une instruction qui permet d'affecter une valeur à une variable. D'accord? Donc c'est pas le égal mathématique. Donc lorsque je dis A égale 6, en syllabe, veut dire A reçoit 6, C reçoit étoile, S reçoit ECT1. Le signe double slash ici est un commentaire. Alors un commentaire, c'est une ligne de texte qui ne sera pas exécutée. D'accord? Autrement dit, c'est un texte qui est écrit, mais qui ne sera pas interprété comme étant une instruction. D'accord? Alors, généralement, on utilise les commentaires pour expliquer certaines parties de code pour les gens qui ne comprennent pas la programmation, pourquoi, qui ne comprennent pas comment on a réfléchi, d'accord? Donc, pour les débutants, on a tendance à écrire des commentaires pour qu'ils comprennent ce que fait notre programme. D'accord? Mais pour les développeurs, ils utilisent les commentaires pour se rappeler des démarches qu'ils ont entreprises pour écrire certaines parties du code.
D'accord? Parce que lorsqu'on écrit un programme, on a une tête fraîche, on a les idées en tête, mais après un certain moment, on oublie pourquoi on a écrit certaines parties du code. Donc les commentaires sont là pour nous rappeler des démarches que nous avons entreprises pour justement écrire cette partie du code. Donc les commentaires s'utilisent pour deux raisons. Pour les développeurs, pour se rappeler des démarches qu'ils ont entreprises pour écrire cette partie du code, et sont utiles pour les débutants, d'accord, qui sont en train de commencer à programmer ou qui ne comprennent pas pourquoi on a écrit une telle partie du code, d'accord. Alors nous, à notre niveau, on va utiliser ces commentaires pour expliquer chaque partie du code, d'accord. Vraiment, chaque partie du code, on va écrire un commentaire, que fait cette instruction, pourquoi on a écrit cette instruction au début, rien qu'au début. Une fois que vous aurez cette habitude-là, d'accord, on va garder les commentaires que pour certains points du code qui sont vraiment importants à expliquer. Les instructions d'écriture. Ah oui, avant de continuer, la variable ans, qui est propre à syllabe, elle permet de stocker le résultat d'une expression dans cette variable. Et cette variable est propre au langage de syllabes. D'accord? On peut l'utiliser lorsqu'on est en mode console. D'accord? Lorsqu'on est en mode console. On va voir le mode console après. L'instruction d'écriture. L'instruction d'écriture permet au programmeur d'afficher des messages à la sortie standard. Cette sortie est généralement l'écran. D'accord? Alors, pour écrire un message, le mot-clé c'est écrire, suivi des variables ou des chaînes de caractères qui expriment un certain message. Alors, vous pouvez écrire Hello World ou vous pouvez écrire A et c'est le contenu de la variable A qui sera affiché. Si vous écrivez écrire A entre guillemets, d'accord, c'est A qui sera affiché tel quel à l'écran. Mais si vous voulez afficher le contenu de A, il ne faut pas mettre A entre guillemets. D'accord? En syllabe, DISP, c'est le mot-clé équivalent à écrire. En algorithmique, DISP est une instruction d'affichage. DISP a une certaine particularité, c'est qu'elle affiche la liste des variables que vous avez séparées par des virgules à l'envers. Alors, contrairement à écrire en algorithmique qui va afficher variable 1 en premier, variable 2 en second jusqu'à variable n à la fin, DISP va faire le contraire. Ok, donc c'est variable n qui sera affichée à la fin. D'accord, et c'est variable 1 qui sera affichée en premier dans notre exemple. Mais on a listé les variables dans l'ordre inverse. Parce que DISP affiche dans l'ordre inverse et pas dans l'ordre que vous avez écrit tel que vous l'avez fait en algorithmique. D'accord? Donc c'est une particularité de DISP dont il faut faire attention. Donc DISP A affiche le contenu de A et là vous avez un affichage. Alors ici, ce qui sera affiché en premier, c'est le contenu de A, suivi du contenu de C. Alors rappelez-vous qu'on a affecté à C le caractère étoile, suivi de 8, suivi du symbole égal, parce que c'est un message, suivi du résultat de la multiplication de 8 fois A. Et le résultat est devant vous. J'espère que c'est clair, sinon laissez-moi une question. L'instruction de lecture. Alors pour la lecture en algorithmique, il y a le mot-clé lire. Que fait cette instruction de lecture? Elle permet de saisir une valeur à partir de l'entrée standard et de la stocker en mémoire. L'entrée standard, c'est le clavier par défaut, mais rien n'empêche qu'une entrée vienne d'une autre source. Alors, entre parenthèses encore une fois, les sources peuvent venir d'un fichier, peuvent venir du réseau informatique, peuvent venir d'une base de données. Alors, ce sont des mots-clés, je sais, que vous n'avez pas encore vu, en particulier les fichiers et les bases de données, mais vous savez qu'est-ce que c'est qu'un réseau informatique. Donc, on peut avoir une information qui entre
d'un réseau informatique. D'accord? C'est justement ce qui explique la communication entre deux machines. Il y a échange d'informations, donc on peut s'attendre à une information qu'on va recevoir d'une autre machine. D'accord? Donc jusque-là, nous, à ce niveau, puisqu'on est rien qu'au début, d'accord, on va se limiter à l'entrée standard, d'accord, c'est le clavier. Mais rien n'empêche d'avoir d'autres entrées, d'accord, bien. Alors nous, à ce stade-là, la seule entrée pour nous, c'est l'entrée standard, c'est le clavier, d'accord. Donc lorsque votre utilisateur va saisir une certaine valeur, il va la saisir en utilisant le clavier. Cette valeur sera lue et stockée en mémoire. L'instruction qui va permettre de faire cette opération, c'est justement lire. Lire variable. Si on a plusieurs variables, on les sépare par une virgule. Chaque valeur saisie est validée avec entrée et le contenu d'une variable. Encore une fois, une valeur saisie validée par entrée, c'est le contenu d'une autre variable, et ainsi de suite. La fin de la saisie est marquée par l'appui sur la touche entrée. Alors, en syllabes, nous avons l'équivalent de lire, c'est input. Input, en plus de input, en plus de lire, elle permet d'afficher un message d'invite, où on invite notre utilisateur à saisir une valeur particulière. Donc, message, d'accord, paramètre de input. Input va lire ce que vous avez tapé, ce que vous avez saisi, d'accord, puis ensuite, elle va stocker cette valeur-là dans la variable que vous avez mentionnée. Alors, un exemple d'un algorithme, d'accord, et son équivalent en syllabes. Alors là, vous avez un algorithme, moyenne, les variables, d'accord, puis ensuite le type de chaque variable. Nous avons début et fin, et entre début et fin, nous avons la liste des instructions, d'accord, qui seront exécutées dans l'ordre. Alors cet algorithme est un algorithme qui calcule la moyenne, d'accord. Donc les variables qui seront manipulées, on aura trois valeurs, puis ensuite on a besoin d'une variable qui va contenir chaque valeur, donc NB1, NB2, NB3. On aura besoin d'une variable qui va stocker la moyenne. Et puis voilà, donc il faut lire les trois valeurs, calculer la moyenne et afficher le résultat. L'équivalent syllabe est celui que vous avez à votre droite. Donc input, saisir le premier réel. Donc ça c'est le message d'invite, d'accord. Alors les espaces dans le listing syllabe, il marque l'espace par ce symbole-là. D'accord. Mais au niveau de la programmation, vous allez écrire saisir espace le espace sans chercher dans votre clavier où se trouve ce symbole. Ce symbole, je le répète, a été inséré pour exprimer un espace dans le listing. D'accord. Ce n'est même pas moi qui a fait cette insertion, c'est le listing. Lorsque j'incorpore un programme syllabe, il remplace l'espace par ce caractère. D'accord. Donc lorsque vous allez écrire un message d'invite, ne cherchez pas ce caractère, écrivez l'espace, d'accord. Donc NB1, NB2, NB3, et on calcule la moyenne, puis ensuite on affiche, on affiche avec 10, d'accord, le résultat. Alors vous allez remarquer que j'ai la libre utilisation des guillemets et des apostrophes pour les chaînes de caractères au niveau syllabe, d'accord. Mais en algorithmique, les caractères entre apostrophes et les chaînes de caractères entre guillemets. En algorithmique, il faut respecter ça, s'il vous plaît. Pour les expressions et les opérateurs. Alors une expression, c'est un ensemble de valeurs qui sont reliées par des opérateurs. Alors on distingue pour les opérateurs arithmétiques. Alors, on sait très bien le plus, le moins, le multiplier et la division, d'accord. L'opérateur de la puissance, c'est le chapeau. Alors, c'est le chapeau qui est propre à syllabe. Et pour calculer le modulo, le reste de la division euclidienne, on utilise mode et modulo pour syllabe, d'accord.
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un autre opérateur en algorithmique, div, pour avoir le quotient de la division euclidienne, mais on n'a pas son équivalent en syllabe. Il n'y a pas l'équivalent de, div, d'accord? Donc il faut passer par un autre moyen pour avoir le quotient de la division euclidienne, d'accord? Alors pour l'ordre des opérateurs, le premier opérateur c'est le moins une heure, d'accord? Le moins une heure est l'opérateur le plus prioritaire, suivi des parenthèses, suivi de l'opérateur modulo, suivi de la puissance, suivi de la multiplication et de la division, et suivi finalement de la soustraction et de l'addition. Alors, si vous avez un certain nombre d'opérateurs qui ont, qui ont la même priorité, d'accord, la même priorité, et ben, ce sont les expressions, ben, l'expression sera évaluée de gauche à droite, d'accord. Donc, lorsque vous avez affaire à des expressions qui comportent des opérateurs de même priorité, je répète, l'évaluation de l'expression va commencer à partir de la gauche. D'accord? Et c'est ce que je dis dans la note. Si l'ordre entre les opérateurs dans une expression est le même, l'évaluation s'effectue de gauche à droite. Pour les opérateurs logiques, alors vous avez le et je suppose que vous connaissez la table de vérité de et, de ou et de non. Alors pour les opérateurs syllabes correspondants, vous avez le et commercial. Pour le et, la barre verticale obtenue en appuyant sur ALT6 et le tilde pour exprimer la négation. D'accord? Alors là, vous avez des exemples en algorithmique. L1 reçoit vrai, L2 reçoit faux, L3 reçoit L1 et L2. Alors, je vous laisse imaginer le résultat du et logique. L1 ou L2 et non L1 et L2. D'accord? Donc, voici des exemples d'utilisation d'expressions logiques et leur stockage dans différentes dans L1, L2 et L3. Enfin, dans L3. D'accord? Puis ensuite, l'équivalent de ces instructions que je viens d'écrire en algorithmique en syllabes. Donc, L1 reçoit pourcentage T, L2 pourcentage F, L3, L1 et L2, L1 ou L2 pour le OU et la négation de L1 et L2. D'accord? Alors pour les opérateurs pour les chaînes de caractères, on a le même opérateur qu'en Excel, si vous vous rappelez, pour concaténer deux chaînes de caractères en algorithmique. D'accord? C'est la même chose, c'est le et. Mais attention, le et, c'est un opérateur logique pour syllabes. Il faut distinguer entre les opérateurs du langage algorithmique et les opérateurs du langage syllabe. Ok? Donc le et que nous avons là, c'est le et pour concaténer des chaînes de caractères en algorithmique. Son équivalent en syllabes, c'est plus. Donc pour concaténer des chaînes de caractères, on utilise le plus. D'accord? En syllabes. Là, vous avez un exemple. S1 reçoit CPGE, S2 reçoit ECT, ECS et S3 reçoit la concaténation de S1 et l'espace et S2. D'accord? L'équivalent de ces instructions-là en syllabes, S1 reçoit CPGE, S2 reçoit ECTS, ECS, ok, ECT, ECS, pardon, puis ensuite S3 reçoit S1 plus un espace plus S2. D'accord? Pour les opérateurs de comparaison, alors pour les opérateurs de comparaison, pour tester l'égalité, il suffit d'écrire égal en algorithmique, mais en syllabe, il faut écrire double égal. Et c'est le cas pour la majorité des langages de programmation. Le test d'égalité est double égal. D'accord? Pour distinguer entre l'affectation et le test d'égalité. Hein? Alors, pour tester la différence, vous avez différent ou pour opérateur syllabe, pour tester la différence, vous avez deux possibilités, mais le plus utilisé, c'est le même opérateur que nous avons utilisé pour tester la différence au niveau d'Excel.
d'accord? Supérieur, inférieur, supérieur ou égal, attention, on écrit supérieur puis égal, et non pas égal puis supérieur, d'accord? Supérieur ou égal, tel que ça se prononce, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Alors, une suite d'instructions où j'affecte à L1 une valeur 2, à L2 une valeur 5 et je compare L1 et L2. Le résultat de la comparaison est une valeur booléenne qui sera stockée dans L3. L1 égale à L2, je teste l'égalité. Alors, le résultat de la comparaison est une valeur booléenne qui sera stockée dans L3. Donc, L3 va contenir des valeurs booléennes, un vrai ou un faux. Ok? Alors, non L1 supérieur à L2, on va comparer L1 avec L2. On aura une valeur booléenne, on va stocker la négation de cette valeur booléenne dans L3. Et ce qui va suivre est le résultat en syllabes. D'accord? Bien. Alors, maintenant, les exercices, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous montrer syllabes. Syllabes qu'il faut enregistrer sur vos machines. Alors, il y a la version Windows et la version Ubuntu pour ceux qui ont Ubuntu sur leur machine. Alors, la fenêtre syllabe, elle se présente comme suit. Donc, vous avez la console, d'accord, la console syllabe où vous pouvez écrire vos instructions, d'accord. Ici, vous avez l'explorateur de fichiers, d'accord. Donc ici, c'est l'explorateur de fichiers. Vous pouvez explorer vos fichiers, d'accord, à partir de cette zone-là. C'est bon. Puis ensuite, ce que vous avez là, c'est un navigateur de variables. Toutes les variables que vous avez utilisées seront stockées ici. Alors, parmi les variables qui sont propres au langage, c'est 11. D'accord? Bien. Puis ensuite, les valeurs de ces variables, le type de ces variables et la visibilité si elle est locale. D'accord? Puis ensuite, l'historique des commandes, l'ensemble des commandes que vous avez tapées. D'accord. Puis ensuite ici, un flux d'actualité sur Internet, si votre machine est connectée sur Internet. Bien, alors retournons au niveau de la console. Alors là, ce que vous avez ici, vous avez 6 notes. Et grâce à cet outil, vous allez pouvoir écrire vos propres programmes. Alors d'accord. Alors nous, à ce niveau-là, on va commencer par la console syllabe. Et puis ensuite, on va enchaîner avec 6 notes pour traduire nos algorithmes en syllabes. D'accord? Alors, je vais vous montrer des exemples de programmes en syllabes. Alors, là, vous avez des fonctions, d'accord, des fonctions écrites en syllabes. C'est bon? Ok. Alors, ces fonctions-là, vous allez les écrire, mais pas maintenant. Vous êtes à vos débuts, à la fin, vous serez censé écrire ce genre de fonctions. D'accord? Alors, on veut lancer notre... si on veut écrire notre premier programme, bah vous allez, comme j'ai dit, appuyer sur 6 notes, puis ensuite cliquer sur ce bouton-là pour pouvoir écrire vos propres fonctions. D'accord? Une fois que vous allez écrire vos propres fonctions, vos propres programmes, ce n'est pas nécessairement d'avoir des fonctions, d'accord? Votre propre programme syllabe. Vous allez l'exécuter ensuite avec cette commande qui permet d'exécuter votre programme. Si votre programme contient des erreurs, les erreurs seront affichées au niveau de la console. D'accord? Alors pour l'instant, on va se concentrer sur ces différents outils et au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous montrer les autres outils, à quoi ça sert. D'accord? Donc on va se limiter sur nouveau pour écrire nos programmes, puis ensuite sur exécuter pour exécuter nos programmes. D'accord? Et au fur et à mesure, on va explorer les autres boutons et les autres options.
d'accord. Puis ensuite, ici c'est pour ouvrir un fichier, d'accord. Bon, ici c'est pour couper, copier et coller. Ici c'est pour nettoyer votre console. Si vous avez écrit beaucoup sur votre console, vous pouvez nettoyer, d'accord. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour résoudre les exercices. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.